17 h à Alger, merci d'être au rendez-vous sur Al24 News pour ce bulletin d'information à la une de l'actualité de ce mercredi 13 mars. Gaza sous un déluge de bombes au troisième jour du Ramadan, l'entité sioniste ne réduit pas le train de ses crimes et exactions. 88 martyrs et plus de 120 blessés au 159e jour de son agression génocidaire sur l'enclave palestinienne. Et parallèlement à cette agression, le goulot d'étranglement diplomatique plus étroit que jamais pour l'entité sioniste, l'Union européenne reconnaît l'utilisation de la faim comme arme de guerre à Gaza. Dossier sahraoui, retour sur la rencontre de Staffan de Mistura et Sergueï Lavrov à Moscou. Quels ont été les tenants et aboutissants de cette nouvelle percée diplomatique sahraoui? Réponse dans ce journal. On reprend les mêmes et on recommence. Le casting de la prochaine présidentielle aux États-Unis opposera sans nulle surprise Joe Biden à Donald Trump. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 159e jour d'agression à Gaza, au troisième jour du Ramadan, le mois sacré qui ne semble pas dissuader l'entité sioniste à poursuivre son entreprise génocidaire, alors que la situation des Palestiniens sur place a largement dépassé le stade de la catastrophe humanitaire. Selon le ministère de la Santé à Gaza, les forces de l'armée sioniste ont commis 10 massacres contre des familles et des civils, faisant un bilan de 88 martyrs et 135 blessés durant les dernières 24 heures. Le bilan global des victimes affiche quant à lui 31 272 martyrs et 73 024 blessés. Et dans ce contexte de bombardements incessants sur Gaza, au moins 10 martyrs sont tombés dans la région de Deir el-Balah, dans le centre de l'enclave palestinienne. Plusieurs blessés ont par ailleurs été enregistrés. Deir el-Balah qui reste l'une des zones les plus bombardées par l'armée sioniste depuis plusieurs mois. Des martyrs et des blessés palestiniens, il y en a eu également à El Bouraïj, toujours au centre de l'enclave de Gaza. Au moins 6 personnes ont été tuées lors d'une frappe de l'aviation sioniste contre une maison appartenant à la famille Aoud très tôt ce mercredi. Par ailleurs, un autre raid aérien ayant ciblé la maison de la famille Azam à Hay Zaytoun dans la nuit d'hier a fait au moins 8 martyrs, dont 2 femmes et 4 enfants. Dans la région de Tel El-Hawa, au moins 5 martyrs sont tombés, parmi eux des enfants, à la suite de tirs de l'artillerie sioniste ayant ciblé l'hôpital Al-Quds, géré par le Croissant Rouge palestinien. Plusieurs blessés sont là aussi à déplorer. Et au nord de Gaza, au moins 7 martyrs, dont 3 enfants et plusieurs blessés, ont été signalés à Hay el-Darj, à la suite du bombardement d'une maison par l'armée d'occupation. À noter que le Programme alimentaire mondial a déclaré mardi soir avoir réussi à fournir une aide alimentaire au nord de Gaza pour la première fois en 3 semaines, malgré d'énormes difficultés pour fournir une aide humanitaire indispensable à la population de l'enclave palestinienne au bord de la famine en raison de l'agression sioniste sauvage en cours. Par ailleurs, d'autres frappes ont été menées par l'armée sioniste dans différentes zones de l'enclave palestinienne de Gaza, à l'image de Khan Younes où un véhicule a été bombardé à Rafah également, au niveau de la ville résidentielle de Hamd ou encore le quartier de Sahaba, avec là aussi un bilan important de martyrs et de blessés.
Et en Cisjordanie, 2 martyrs palestiniens sont tombés à l'intérieur même de l'hôpital Khalil Souleymane de Jenin, et ce, à la suite d'une incursion des forces sionistes qui a ouvert le feu sur place, blessant par la même occasion un certain nombre de personnes. Nous étions assis là, nous avions notre iftar, notre suhour, et après leur avoir dit « Regardez, quelque chose arrive vers nous », nous nous sommes enfuis, puis un tireur d'élite a commencé à nous tirer dessus. De là à ici, certains ont rampé et d'autres se sont enfuis. Ceux qui ont fui ont été blessés et ceux qui ont rampé ont été sauvés. Ils tiraient lourdement, regardez, ils tiraient vers nous, également à l'intérieur. Les 2 martyrs ont été tués ici. Ils ont rampé jusqu'à la porte de secours ici. Et un autre Palestinien est tombé en martyr aujourd'hui par sous les balles de l'occupation israélienne après avoir exécuté une opération héroïque faisant justement 2 soldats blessés au sud de la ville occupée d'Al-Quds en riposte au crime continu de l'occupation contre le peuple palestinien. Et après un démenti du mouvement palestinien Hamas au sujet d'une nouvelle proposition de cessez-le-feu, la diplomatie qatari, jouant le rôle d'intermédiaire lors des négociations, a déclaré ne pas être proche d'un accord. Par la voix de son porte-parole Majed Al-Ansari, le ministère des Affaires étrangères qatari estime que la situation sur le terrain est très compliquée. Je ne peux malheureusement pas proposer de calendrier pour le moment. La situation est très compliquée sur le terrain. Nous ne sommes pas proches d'un accord. Nous ne voyons pas les 2 parties converger vers un langage qui puisse résoudre le désaccord actuel sur la mise en œuvre de l'accord. Mais nous gardons espoir et nous continuons de faire pression pour qu'un accord soit conclu dans un avenir proche. Nous exhortons toutes les parties à utiliser tous les leviers qu'elles peuvent acquérir ou mettre en œuvre pour pouvoir y parvenir. Et cela inclut les États-Unis, bien sûr, et tous ceux qui peuvent appliquer ce type d'effet de levier. Et depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza, l'étau se resserre sur l'entité sioniste à l'international, y compris à travers les interventions de ses alliés traditionnels. Cette fois-ci, c'est le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui reconnaît que l'occupation utilise la faim comme une arme de guerre contre le peuple palestinien à Gaza. Souila Akilal. Une crise humanitaire d'origine humaine, c'est ainsi que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié le désastre qui se joue à Gaza. Devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Borrell a clairement avoué qu'à Gaza, la famine était utilisée comme arme de guerre par l'entité sioniste, bafouant ainsi les principes fondamentaux du droit international. 30 000 morts, 1,8 million de déplacés, 500 000 personnes au bord de la famine. Nous sommes désormais confrontés à une population qui lutte pour sa propre survie. L'aide humanitaire doit arriver à Gaza et l'Union européenne travaille autant que possible pour la rendre possible. C'est une catastrophe provoquée par l'homme et la famine est utilisée comme arme de guerre. Le chef de la diplomatie européenne est également revenu sur les tentatives sionistes malsaines et perfides d'aggraver la crise humanitaire des Gazaouis en voulant à tout prix désintégrer l'organisation de l'UNRWA, n'hésitant pas pour cela à faire des allégations fausses et infondées dans le seul but de nuire aux Palestiniens et aggraver leurs souffrances. Lorsque nous condamnons ce qui se passe en Ukraine, nous devons utiliser les mêmes mots à propos de ce qui se passe à Gaza. À Gaza, les agences des Nations Unies, comme l'OCHA, le PAM, l'UNRWA, constituent la dernière bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes. Oui, l'UNRWA fait face à des allégations, mais ces allégations doivent être prouvées. L'UNRWA existe parce qu'il y a des réfugiés palestiniens. Ce n'est pas un cadeau pour eux, c'est une réponse à leurs besoins. Nous ne ferons pas disparaître ces réfugiés en faisant disparaître l'UNRWA. Dans son plaidoyer, Josep Borrell a invité le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution unanime approuvant la solution à 2 États pour mettre un terme aux violences. Selon lui, l'Union européenne serait prête à coopérer dans ce sens.
There is only one way to make UNRWA disappear. Il n'y a qu'une seule façon de faire disparaître l'UNRWA, en faisant de ces réfugiés des citoyens d'un État palestinien qui coexiste avec un État israélien. Presque tout le monde est d'accord là-dessus. La solution à deux États. Pour en faire une réalité, la première étape devrait être une résolution unanime du Conseil de sécurité approuvant une solution à deux États et définissant le principe général qui pourrait conduire à ce résultat. Et là-dessus, l'Union européenne est prête à coopérer. Il semblerait que le génocide sioniste à Gaza ait enfin poussé l'Occident à admettre les actes barbares et les transgressions sionistes. L'étau se resserre sur Netanyahou et son gouvernement sur le plan international. Le front de contestation générale quant aux crimes de guerre et de génocide de l'entité sioniste à Gaza s'élargit davantage. Au Chili, plus de 650 avocats chiliens ont déposé mardi une plainte devant la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste pour ses crimes contre l'humanité, génocide et crimes de guerre contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Al-Quds Est. Selon des médias locaux, la plainte a été déposée par une délégation d'avocats dirigée par Nelson Haddad, ancien ambassadeur du Chili en Égypte, en Irak et en Jordanie, et par des membres du Sénat, président de la Commission des droits de l'homme et des relations internationales, Francesco Charouane, et l'avocat chercheur Rodrigo Marconi. Et malgré toutes les alertes qui retentissent quant à la monstruosité du génocide sioniste à Gaza, l'entité sioniste reste déterminée à extrapoler l'agression dans toute la région du Proche-Orient, à commencer par le Liban, où les attaques de l'armée d'occupation se multiplient contre un pays fragilisé sur le plan politique et social. Naïla Hamouda. Embourbée dans son entreprise génocidaire à Gaza, l'entité sioniste veut ouvrir de nouveaux fronts d'agression au Proche-Orient, sur fond d'une escalade généralisée. La victime idéale d'Israël est encore une fois le Liban. Cette nuit, et pour la troisième fois en 15 jours, les forces sionistes ont étendu leurs opérations militaires jusqu'à une profondeur de 100 km à partir de la frontière. Bilan, 2 morts et un blessé. Cette attaque au missile a été lancée sur une voiture circulant sur la route principale de la région d'Al-Hawch, au sud de Tyr, provoquant un incendie. Selon une source de sécurité libanaise, une des victimes était un Palestinien du camp de Rochaidia. Beyrouth mettait en garde contre une escalade sioniste loin de la frontière. Les forces sionistes ont mené des frappes dans la nuit de lundi à mardi à l'est du Liban, faisant au moins un mort dans une localité au sud de Baalbek. Sur ces images, les secouristes se sont empressés d'évacuer les lieux et de fouiller les décombres à la recherche de potentielles nouvelles victimes. L'aviation sioniste a également lancé des raids sur la région de Labouna et les environs de la ville de Al-Mashab, dans le sud du Liban. Cette nouvelle escalade sioniste a poussé le gouvernement libanais à saisir le Conseil de sécurité. Le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré que l'escalade dans les zones éloignées des frontières sud est préoccupante. C'est en effet l'élément de langage choisi par la diplomatie libanaise. Le ministère libanais des Affaires étrangères a également déclaré que la volonté d'étendre l'agression risque d'entraîner la région dans la guerre pour en faire une bouée de sauvetage que l'entité sioniste utiliserait pour sortir de son impasse interne. Il exhorte la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle mette fin à ces attaques en cours à un rythme croissant, appelant à nouveau à la nécessité pour les membres du Conseil de sécurité de condamner collectivement les attaques contre le Liban. Dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a reçu aujourd'hui le représentant spécial de l'Union européenne
est chargé du processus de paix au Moyen-Orient, Sven Koopmans. Les deux parties ont discuté de l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés à la lumière de l'agression sioniste continue contre la bande de Gaza. Attaf et Koopmans ont également abordé les moyens de soutenir les efforts visant à imposer un cessez-le-feu et à permettre les efforts de secours humanitaires, ainsi que des possibilités de pousser la communauté internationale à trouver une solution permanente, juste et définitive à la question palestinienne, garantissant ainsi l'établissement d'un État souverain et indépendant, État palestinien aux frontières de 1967, avec Al-Quds comme capitale. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, chargé par le président Abdelmajid Tebboune cette fois-ci, a également reçu ce mercredi l'envoyé spécial du président azerbaïdjanais, Elchin Amirbayov. Les deux parties se sont félicitées de la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays, soulignant la nécessité de les hisser vers de plus larges perspectives, notamment en matière économique et sans prévision des prochaines échéances bilatérales coïncidant avec la célébration cette année par les deux pays du 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme algérienne, Kautar Keriko, a souligné depuis New York l'engagement de l'Algérie à protéger la femme contre toute forme de violence et son attachement à redoubler d'efforts en vue de renforcer les différents mécanismes qui lui sont destinés. L'Algérie poursuit sa lutte pour parvenir à l'égalité des sexes et dans ce cadre, la Constitution de 2020 a instauré l'égalité entre l'homme et la femme. Le gouvernement a priorisé dans son plan d'action l'intégration des femmes à travers l'instauration de la parité dans le marché du travail en faisant un principe constitutionnel. L'État œuvre également à la stabilité des femmes rurales et dans les zones d'ombre, tout comme l'État s'efforce à empêcher toute forme de violence à l'égard des femmes en offrant notamment aux femmes victimes de violences une prise en charge et une aide juridique spontanée et gratuite. Direction le Cap en Afrique du Sud où le ministre de l'économie, de la connaissance et des start-up algériens Yassine Ouadid prend part aux travaux de la conférence internationale de l'entrepreneuriat GEC plus Africa sur invitation de son homologue sud-africaine. L'événement se tient les 13 et 14 mars courants et connaîtra la participation de 43 pays, 15 ministres et 1500 participants entre entrepreneurs, porteurs de projets et autres personnalités influentes du monde de l'entrepreneuriat. We are shooting? Okay, shoot. Staffan de Mistura en Russie, la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental somme comme un nouveau coup de massue pour Rabat qui voit la diplomatie sahraoui gagner du terrain auprès d'acteurs internationaux influents. Après Pretoria, c'est depuis Moscou que la cause sahraoui tente de faire entendre sa voix, celle de l'autodétermination. Sofiane Baroudi. Pour le Sahara occidental, l'année 2024 semble s'inscrire dans la même dynamique que l'année précédente sur le plan diplomatique. Après sa retentissante et productive visite en Afrique du Sud début février dernier, voici que l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, fait escale en Russie, où il a rencontré hier le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et a célébré avec lui un entretien
Une rencontre tout aussi productive que la précédente avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, puisque le diplomate russe avance dans un communiqué des discussions sur l'état et les perspectives du règlement du conflit au Sahara occidental, ainsi que sur le rôle stabilisateur de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, en totale conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Sergei Lavrov a mis en exergue l'importance d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable au conflit au Sahara occidental. Lors de ce déplacement stratégique, de Mistura, chef de la MINURSO, a également tenu des consultations avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Verchinin, en foulant le sol de Pretoria et de Moscou. De Mistura peut désormais compter sur l'appui de deux puissances internationales de premier plan, résolument engagées dans le soutien des peuples opprimés et le rejet de l'ordre établi néocolonial porté par l'Occident. Si les pérégrinations de Staffan de Mistura renforcent la cause sahraoui dans son statut indiscutable comme dossier en cours de décolonisation qui ne peut se régler qu'à travers le référendum d'autodétermination organisé sous l'égide des Nations Unies et sous la bénédiction de pays influents sur la scène internationale. Elle suscite beaucoup d'inquiétudes chez l'occupant marocain qui voit ainsi l'étau se resserrer autour de lui. L'action diplomatique en faveur de la cause sahraoui et le regain de dynamisme des luttes anticoloniales isolent de plus en plus une monarchie marocaine dépassée par la nouvelle donne géopolitique et qui se liquéfie de jour en jour dans un bouillon de chimères infecté et indigeste qu'il croit pouvoir réussir à servir à un monde en profond bouleversement. Je vous en parlais tantôt en titre, trêve de suspense aux États-Unis. Il y aura bien une revanche à prendre pour Donald Trump contre Joe Biden. Le casting de la prochaine présidentielle américaine est désormais dévoilé. Républicains et démocrates ont choisi de reconduire les mêmes pour un scrutin qui s'annonce déjà décisif dans bon nombre de dossiers. Safwan Balsabri. C'est désormais officiel, il y aura un remake du duel entre Joe Biden et Donald Trump. Le président candidat affrontera l'ex-président. Les deux candidats ont réuni le nombre nécessaire de délégués pour assurer leur nomination respective à la tête de leur parti. Sans réelle surprise, Joe Biden a dépassé la barre des 1968 délégués, assurant une place déjà acquise de champion du Parti démocrate. Quant à Donald Trump, il a réuni 1215 délégués nécessaires après les scrutins de Géorgie et de Washington. Pour le candidat républicain, la victoire fut facile malgré la présence de concurrents qui n'ont pas su s'imposer face au chantre de l'America First. Ce match retour entre Trump et Biden est symptomatique d'une Amérique divisée entre deux camps qui ne se parlent plus. C'est un pays plus divisé que jamais qui appréhende ces élections. In this election, we each face a question. C'est à nous de reconnaître la menace qu'il représente. Lors de cette élection, nous sommes tous confrontés à une question. Dans quel genre de pays voulons-nous vivre ? Dans un pays de liberté et d'état de droit ou un pays de désordre, de peur et de haine ? And hate. Face à un scénario désormais inévitable, l'Amérique retient d'ores et déjà son souffle à la croisée des chemins. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite avec l'échiquier international présenté par Leila Guertal.